Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui s'inscrit dans le joli mois de l'Europe, une occasion unique de fêter l'Europe. Ce webinaire est le deuxième volet d'une série lancée sous l'impulsion de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires. Il s'agit donc d'expliquer les métiers que vous pouvez faire pour l'Europe en étant en France métropolitaine ou en Outre-mer. Un premier volet a été réalisé sous forme de live. Rappelez-vous, c'était avec Baudouin Baudru, chef de la représentation en France de la Commission européenne, également Sandrine Godin, secrétaire générale des affaires européennes et conseillère Europe du Premier ministre, et puis Philippe Sicholaz, qui est le chef du pôle politique de cohésion européenne de l'ANCT. Et cette table ronde est d'ailleurs disponible en replay sur le web TV europe-en-france-tv.fr. Allez faire un tour, vous découvrirez les carrières européennes que vous pouvez mener, que ce soit à Bruxelles ou dans la fonction publique d'État ou dans les fonctions publiques territoriales. Aujourd'hui, donc, nous avons un deuxième webinaire qui s'inscrit donc dans cette série et pour vous présenter les carrières européennes que l'on peut mener en France. Eh bien, j'ai avec moi Céline Damon. Bonjour Céline Damon. Bonjour. Vous êtes responsable de la cellule Europe Recherche au sein de la direction de la recherche et de la valorisation à l'université Aix-Marseille. Ensuite, on part direction carrément à l'opposé à Brest avec vous, Luce Demangeon. Bonjour Luce Demangeon. Bonjour. Vous travaillez au pôle métropolitain de Brest, y animez 2 programmes européens territorialisés à l'échelle du pays de Brest. C'est le DLAL du FEDER et le DLAL FEAMP, un dispositif donc pour les affaires maritimes et de pêche. Vous nous expliquerez dans quelques instants en quoi consiste votre métier. Et puis, à Paris se trouve Antoine Fleuret. Bonjour Antoine Fleuret. Bonjour. Bonjour, donc vous travaillez dans le secteur privé en tant que responsable de gestion de financement européen pour l'association France Active et vous aussi, vous nous direz dans quelques instants en quoi consiste votre poste. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, il y aura un temps d'échange qui est prévu tout à l'heure à la fin de ce webinaire avec nos invités. Pour cela, eh bien, vous posez toutes vos questions en bas à droite, il y a un onglet spécial, donc n'hésitez pas. J'aimerais d'abord qu'on commence avec vous, Luce, parce que rien ne vous prédestinait en fait à travailler pour l'Europe. Vous avez fait des études d'urbanisme à Bordeaux. Ensuite, vous êtes orienté vers le développement économique à Paris, dans le Jura. Après, à nouveau à Bordeaux. Et puis, finalement, vous travaillez aujourd'hui pour l'Europe, au pays de Brest. Vous travaillez plus exactement donc au pôle métropolitain et vous gérez 2 programmes européens. Comment c'est venu finalement l'idée de travailler pour l'Europe ? Alors, j'ai répondu à une offre d'emploi sans expérience sur les fonds européens. J'étais en recherche d'emploi à Bordeaux à l'époque et je me suis dit pourquoi pas. Alors, donc j'ai été retenue en entretien et ce qui a fait la différence, selon mon directeur, c'est mon parcours et mon expérience professionnelle. À l'époque, j'avais 30 ans, j'en ai 37 maintenant, et le fait d'avoir été mobile géographiquement et donc d'avoir travaillé au sein de territoires urbains et ruraux, je pense que ça a été un petit plus. Et le dernier point, ça a été mon expérience dans le développement économique, qui est une thématique à enjeu sur le territoire du pays de Brest. Voilà. Donc ces 2 points ont fait la différence par rapport au poste que j'occupe actuellement. Et est-ce que vous savez parler parfaitement anglais aussi ? Est-ce que c'est une des qualités ? Non. Alors, je comprends plutôt bien l'anglais, mais alors je suis pas du tout bilingue, hein, loin de là. Je vous avoue que je suis peu amenée à parler anglais dans le cadre de mon travail parce qu'il s'agit d'animer donc 2 programmes européens à une échelle locale. Donc c'est le pays de Brest. Donc je sais pas si on voit la carte derrière moi, mais oui, en gros le pays de Brest. Voilà, donc tout ce qui est bleu, c'est la mer, hein, vous voyez, on a vu sur New York. Donc le pays de Brest, c'est 6 communautés de communes et une métropole. Donc mon rôle, c'est vraiment d'animer ce programme à cette échelle-là. Donc je suis amenée à parler anglais, mais de manière très ponctuelle, lorsque j'interviens lors de colloques européens, par exemple, ou lors de mes échanges avec mes homologues européens, dans le cadre notamment de la mise en place d'un projet de coopération. Mais dans ces cas-là, il peut y avoir un interprète ou Google Traduction aide bien, mais on se débrouille sans parler anglais.
Donc c'est le hasard finalement, mais en tout cas vous êtes travaillé pour l'Europe, mais c'est une vraie passion. Ça vous anime chaque jour de travailler pour l'Europe. Ouais, tout à fait, parce que c'est un métier qu'on construit au quotidien. Quand on anime un programme européen, surtout à une échelle locale, c'est un peu nous qui construisons nos postes, puisqu'on a toute marge de manœuvre en termes d'animation et de communication. Donc c'est assez passionnant de pouvoir construire son métier en fait. C'est intéressant, merci Luce de votre témoignage, puisqu'on peut voir que on peut travailler pour l'Europe en ne faisant pas forcément des études. Vous, Antoine, vous avez fait des études européennes, puisque vous avez obtenu le master études européennes au Centre européen universitaire de Nancy, et vous avez ensuite fait un stage de fin de master, application du FSE, Fonds social européen au niveau du territoire. Alors racontez-nous votre parcours universitaire, pourquoi avoir envie de travailler pour l'Europe? Oui, alors tout à fait. Donc en amont de mon master, j'avais fait des études de droit international à l'étranger, donc à Montréal pour le coup. Et voilà, en revenant du Canada, je me suis dit voilà, qu'est-ce que je veux faire? Et donc voilà, j'ai décidé d'aller dans les études plutôt européennes, parce que voilà, l'Europe, ça a toujours été quelque chose de concret pour moi, et qui vient plutôt des régions de l'Est, donc en tant que voisin et proche de Strasbourg. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé l'Europe. Donc j'ai décidé en effet de faire un master études européennes à Nancy. Donc, lors de mon M1, c'était plutôt un M1, on va dire, pluridisciplinaire, hein, assez généraliste, avec voilà, des formations sur l'économie européenne, la communication, le droit, l'histoire, géographie de l'Union européenne. Un second semestre de ce Master 1, là, c'était plus axé sur le droit, avec notamment les politiques monétaires, le droit matériel de l'Union européenne ou encore le droit institutionnel. Également les contentieux européens, enfin voilà, assez axé sur le droit. Et j'ai pu faire un Master 2, donc, qui à l'époque s'appelait Développement et compétences des collectivités territoriales dans l'Union européenne, rien que ça. Et donc ce Master 2 a permis en fait de concrétiser un peu on va dire, cette influence européenne pour mon parcours. Et c'est vraiment un master qui était concret et professionnalisant. On avait notamment des cours sur les collectivités territoriales au sein de l'Union européenne, mais aussi sur le territoire français, des cours très concrets sur les fonds européens également, avec par exemple du montage de dossiers en tant que porteur de projet, avec des intervenants extérieurs qui, pour le coup, appartenaient à ces différents métiers des fonds européens. Donc voilà. Et ce Master 2 m'a permis en effet de faire un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois dans une association qui s'appelle Agile, et qui en fait mutualisait la gestion des fonds européens sur 3 plis, donc de Nancy et de son territoire. Alors je sais que vous allez me demander ce qu'est un pli. Donc le pli, Exactement. c'est un plan local d'insertion pour l'emploi. Et en fait, il sert en fait à organiser l'accompagnement vers l'emploi et dans l'emploi de publics justement qui sont confrontés à des difficultés, que ce soit sociales et ou professionnelles. Et du coup, ce stage m'a vraiment ouvert les portes pour mon futur parcours professionnel. Alors justement, après donc cette formation qui était bien complète, bien spécialisée, après ce stage, quel a été votre parcours professionnel? Vous êtes directement allé travailler pour France Active? Alors, non, pas encore. Donc, comme je le disais, le stage a vraiment été un tremplin pour moi. Donc, tout de suite après mes 6 mois de stage, j'ai signé un CDD en fait dans un second pli, alors qui s'appelait Unies, qui a disparu depuis puisqu'il a été ravalé par la métropole de Lyon. Mais du coup, donc c'était dans l'agglomération lyonnaise où en fait on gérait des opérations de fonds européens pour une quinzaine de communes de l'agglomération lyonnaise. Donc là, je suis resté à peu près 1 an et demi en tant que gestionnaire du Fonds social européen. Et ensuite, en 2016, donc j'ai quitté Lyon pour rejoindre la capitale. Et donc, j'ai travaillé pendant environ 3 ans dans une association qui s'appelle l'Avise et qui, en fait, permet le développement de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale au sein du territoire français. Et donc là, j'étais chargé de mission du Fonds social européen. Et donc là, c'était vraiment de la gestion de projet sur des financements européens, enfin sur du Fonds social européen, mais à l'échelle de tout le territoire français. Donc voilà, plutôt nationalisé comme fonds. Et par la suite, au bout de ces 3 ans d'expérience à la vie, j'ai été dans ma nouvelle structure qui est France Active actuellement depuis 1 an et demi.
D'accord, et vous nous expliquerez tout à l'heure votre métier. Tout à fait. Céline, j'aimerais aussi qu'on vous présente et qu'on retrace rapidement votre parcours. Vous avez fait l'IEP de Grenoble, puis un master donc d'études européennes à l'IE, l'Institut d'études européennes à Bruxelles. Vous avez commencé à travailler votre carrière en 2001 d'abord dans différentes institutions et entreprises à Bruxelles, puis en 2004, eh bien, vous êtes arrivé à l'université Aix-Marseille, donc un grand pas, pour y créer leur service Europe de soutien aux chercheurs. Ça fait plus de 15 ans que vous travaillez pour l'université Aix-Marseille pour les questions européennes. Quel est votre job au sein de l'université et pourquoi finalement avoir eu envie de travailler pour l'Europe? Alors, à la différence de Luce, pour moi, l'Europe, c'était une évidence depuis le début. L'université l'était pas, l'Europe l'était. Donc, effectivement, j'ai commencé à Bruxelles parce que sur beaucoup de choses différentes et j'ai voulu revenir au concret, au terrain et montrer concrètement ce que l'Europe pouvait faire au quotidien pour les citoyens, pour différents acteurs. Et donc, je suis arrivée un peu par hasard à l'université pour aider les chercheurs de l'université à aller chercher des financements européens pour financer leurs recherches, pour leur permettre de faire leurs recherches, financer l'innovation. Et donc, ça remonte à quasi plus de 15 ans maintenant. Et c'était pas une évidence du tout à ce moment-là, parce qu'il y avait peu de cellules Europe, voire quasiment pas. Et donc, au quotidien, c'était aider les chercheurs à bien détecter, à connaître les fonds européens, savoir dans quel type de projet ils pouvaient s'inscrire. Donc, les aider sur tout ce qui était ce qu'on appelle l'ingénierie de projet, le montage, la rédaction des projets et toute la partie management, gestion des projets. Donc, la partie, bien sûr, financière, mais également ce qui expliquait les deux autres intervenants, tout ce qui était autour de l'animation d'un réseau, créer du lien autour de ces projets de recherche. Notre différence entre nous, c'est le fond un petit peu des programmes que l'on fait. Donc ça, j'ai commencé effectivement comme ça. Aujourd'hui, je travaille dans ce qu'on appelle toute la partie amont des projets européens. Donc mon quotidien, c'est la stratégie Europe, c'est la recherche, le lobbying, le réseautage, la visibilité, c'est faire que les thèmes de recherche des chercheurs de mon université soient repris au niveau européen ou faire comprendre aux chercheurs quelles sont les priorités européennes pour qu'ils puissent plus facilement accéder à ces financements. Donc, c'est un métier très varié. Il y a à la fois de l'influence, il y a à la fois du réseautage, du lobbying. Exactement, c'est énormément de tâches différentes, d'activités différentes. Donc le lobbying, c'est pousser, promouvoir, faire connaître les thèmes qui sont des thèmes importants pour votre établissement et cela se joue au niveau national. Donc les interlocuteurs, c'est au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche notamment, mais également au niveau européen. Donc là, les interlocuteurs, c'est plutôt ce qu'on appelle les scientific officers ou les policy officers à la Commission européenne. C'est aussi parler avec les chercheurs, travailler avec les chercheurs pour bien comprendre ce qu'ils font, leurs recherches, pour essayer de la promouvoir, pour leur faciliter le réseautage, trouver des partenaires publics et privés au niveau européen. Et puis, c'est aussi faire que l'Europe devienne soit ou continue à être une évidence pour une université. Aujourd'hui, il n'y a pas de recherche, il n'y aurait pas de recherche sans les financements européens, bien sûr, mais sans les réseaux, sans l'organisation au niveau européen et au niveau international. Donc, c'est faire prendre conscience dans les différentes strates à tous les niveaux au sein de l'université de l'importance de l'Europe et de sa valeur ajoutée justement pour faire qu'une université comme celle dans laquelle je travaille, soit un vrai acteur de l'espace européen de la recherche. Finalement, en vous écoutant, l'Europe est absolument partout et pour vous, c'est une évidence qu'il faut s'engager pour l'Europe. On peut travailler pour l'Europe, que ce soit donc au sein d'une association, au sein du secteur public comme l'université. Pour vous, c'est ça? Exactement. L'Europe, quand je suis arrivée à l'université, c'était aussi... Ça a été intéressant de voir que ce poste-là n'était pas aux relations internationales. L'Europe, c'est du quotidien. L'Europe, c'est de l'évidence, c'est de l'immédiat, au jour le jour. Et quand vous allez dans des laboratoires, vous vous rendez compte de cette existence-là et de
enfin, de cette importance-là au quotidien pour eux. Donc voilà, ça fait partie de mon travail, c'est de faire prendre conscience cela, c'est aussi d'accompagner, d'aider, de faciliter l'Europe, d'apporter l'Europe au quotidien. Sans Europe, la recherche ne serait pas à l'état où elle est aujourd'hui. Et donc, c'est cela qui nous anime, et je pense qu'il nous anime tous. Là, c'est cette façon d'essayer de faire qu'elles reviennent sur nos territoires, qu'elles reviennent dans les auprès des différents acteurs au niveau national. Au niveau du territoire. Vous aussi, Luce aussi, c'est votre rôle finalement de faire en sorte que l'Europe soit au plus près des territoires, puisque vous animez 2 programmes européens, je l'ai dit tout à l'heure, donc le LEADER et le DLAL FEAMP. Ça consiste en quoi, être animatrice de programmes européens? Oui, alors vous l'avez bien résumé, c'est vraiment de faire redescendre l'Europe, mais vraiment à une échelle très très locale, donc pour faire en sorte que ces fonds européens bénéficient à des projets de tout type, hein, public, privé, mais à une échelle vraiment très localisée, notamment pour les territoires ruraux, des petites structures. Donc comme vous l'avez dit, je suis l'animatrice de 2 fonds européens. Très rapidement, hein, le LEADER qui soutient des projets innovants au service de l'économie rurale, et le DLAL FEAMP, désolé pour l'acronyme, qui soutient les projets innovants au service de la pêche et de l'aquaculture. Donc, l'animation des programmes européens, de ces 2 programmes européens qu'on appelle territorialisés, puisque son animation et sa gestion est confiée à un territoire, hein. Donc chez nous c'est le Pays de Brest. Donc c'est un métier couteau suisse, c'est un métier couteau suisse de terrain, et il intègre durant la vie d'un programme européen qui dure 6 ans. Donc là, on est en train de terminer la programmation actuelle, hein, qui va de 2014 à 2020, puis on va commencer 2021-2027. Donc durant la vie de chaque programme, il y a environ 3 grandes étapes d'intervention pour un animateur. Donc il y a le début du programme. Donc moi, quand je suis arrivée au Pays de Brest, c'était en 2014, et je suis arrivée pour en fait rédiger la candidature du Pays de Brest pour bénéficier d'un programme européen territorialisé, le LEADER. Donc, pour être porteur de ce programme territorialisé, il faut d'abord être sélectionné par la région Bretagne, qui est autorité de gestion des fonds européens. Et donc, la région Bretagne lance un appel à candidature auprès des territoires. Et nous avons environ 6 mois pour rédiger une candidature la plus qualitative possible, hein. Et donc, durant cette période de rédaction des candidatures, mon rôle a été d'animer des réunions de concertation avec les acteurs du territoire, publics, privés, donc collectivités, associations, entreprises, pour alimenter le dossier de candidature dont j'avais en charge la rédaction, et c'est-à-dire rédiger un diagnostic des enjeux et un plan d'action pour le territoire du Pays de Brest dans les 6 années donc à venir. Ensuite, une fois que nous avons été sélectionnés par la région Bretagne, on peut ne pas être sélectionné. Il y a la deuxième étape, c'est animer, c'est durant la vie du programme. Donc c'est une fois qu'on bénéficiait, donc pour nous c'était 2 millions d'euros par programme. Donc, non, pour les 6 ans. Pour les 6 ans, d'accord. Parce que vraiment, on est sur des petits projets, hein. On soutient vraiment des projets à une échelle très locale. On a un plafond d'aide qui est de 75 000 euros, voilà, par porteur de projet. Donc, le but, c'est de dépenser cette enveloppe. Voilà, on a 6 ans pour la dépenser, mais de la manière la plus qualitative possible, c'est-à-dire vraiment en soutenant des projets qui répondent à tous nos critères de sélection qu'on a construit, hein, en local. Il y a 2 grands critères, hein, c'est le fait que ce soit collectif et expérimental pour le territoire. Donc mon rôle, ça va être de communiquer sur les 2 programmes, dire voilà ce qu'on peut financer, les critères dont je vous ai parlé, de détecter donc ces porteurs de projets, et cela signifie la mise en place d'outils de communication, d'animer des réunions thématiques, d'intervenir dans différentes instances, et ensuite une fois qu'on a détecté ces projets, de les accompagner, d'accompagner les porteurs à déposer leur demande de subvention de fonds européens, parce que ça c'est un vrai parcours du combattant. C'est pour ça que nous sommes les fonds. Voilà. Donc nous sommes 2. Effectivement, il y a un autre métier. Donc moi, mon rôle, c'est l'animation, hein, c'est de vendre du rêve. Et ensuite, il y a la gestion, hein, c'est-à-dire ma collègue gestionnaire, Stérène, qui elle est là vraiment pour aider en local les porteurs de projets à constituer leur dossier européen. Ça, c'est super important de savoir qu'il y a un appui en local pour aider les porteurs de projets à solliciter cette aide européenne. Et alors, le dernier point, je vais être super rapide, c'est la fin du programme. Là,
Là, c'est en cours. On est en train d'évaluer, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de valoriser tous les projets qu'on a soutenus. D'accord, ok. Donc là aussi, en fait, ce qui vous plaît en écoutant votre métier, c'est que c'est vous-même finalement qui êtes moteur, puisque vous faites les 3 étapes que vous nous avez décrites. C'est ça qui vous plaît. Finalement, vous êtes votre propre chef de projet et vous allez vous aussi voir des acteurs très différents, des porteurs de projets, donc qui répondent à des problématiques très différentes. Oui, tout à fait. Alors oui, comme vous l'avez dit, en fait, le poste évolue au cours de la vie du programme, donc ça c'est très intéressant. Et effectivement, c'est moi qui compose mon poste suivant voilà la vie du programme. Donc par exemple, c'est moi qui privilégie mes méthodes d'approche d'animation. Je peux organiser des colloques, je peux privilégier les rendez-vous en face à face, mettre en place des réunions thématiques. En termes de communication, c'est moi qui imagine tous les outils, c'est moi qui constitue le plan de communication. Par exemple, on a travaillé avec des radios universitaires au début pour faire connaître le programme. Là, à la fin, on envisage une exposition itinérante en plein air pour valoriser tous les projets soutenus. L'avantage de travailler pour un fonds européen, c'est qu'on nous pousse en fait à être imaginatif, notamment dans notre détection des projets, mais également dans la communication et la valorisation de ces projets-là. C'est très stimulant. C'est très stimulant. Est-ce que vous aussi, Antoine Fleuret, c'est très stimulant le métier que vous avez depuis 5 ans, donc vous occupez un poste à Paris. Quel est-il ce poste et est-ce que c'est aussi stimulant que Luce, comme elle nous en parle? Alors, j'occupe mon poste donc à France Active de responsable de la gestion des fonds européens depuis 1 an et demi. Alors tout d'abord, France Active, qu'est-ce que c'est, hein? C'est une association qui soutient en fait les entrepreneurs et notamment les entrepreneurs qui répondent aux défis, on va dire, environnementaux, territoriaux, sociaux et numériques. Et l'objectif, c'est de leur apporter à la fois du conseil, mais aussi du financement et de la mise en réseau pour justement qu'ils puissent développer leur activité et se construire. Voilà, donc mon métier en tant que tel, donc c'est plutôt d'animer une équipe de gestion des fonds européens au sein du siège de France Active, donc qui se trouve à Montreuil en région parisienne. Et donc en fait, on est organisme intermédiaire du Fonds social européen. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la DGFP, donc le ministère de l'Emploi, l'antenne du ministère de l'Emploi, et organisme gestionnaire des fonds européens, du FSE en tout cas au niveau national. Elle nous donne une enveloppe de fonds européens et nous, derrière, en fait, on doit lancer des appels à projets. Donc là, c'est autour de notre propre réseau, puisque France Active a une 40aine d'antennes au niveau local. Et donc, on lance des appels à projets justement sur la création d'entreprises et sur l'accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire, auxquelles répond notre propre réseau, donc nos associations territoriales. Et du coup, après, l'objectif, donc là, on retrouve un peu ce que fait Luce, c'est-à-dire c'est de l'accompagnement. Donc, on accompagne nos structures justement pour qu'elles répondent à ces appels à projets. Ensuite, on a plusieurs phases. On instruit les dossiers, on conventionne avec ces structures, voilà, pour avoir un engagement juridique au niveau des fonds européens. Ensuite, on va sur place pour visiter justement ces différents projets, voir si tout se passe bien au niveau qualitatif, au niveau financier, bien sûr. Et après, il y a évidemment une phase de contrôle, puisque qui dit argent européen dit argent qui doit être dépensé à bon escient. Donc forcément, il y a la phase de contrôle, c'est-à-dire que nos porteurs de projets font un bilan de leur opération, un bilan à la fois qualitatif, voilà, qu'est-ce qu'on a apporté sur le territoire, combien d'entrepreneurs on a pu accompagner, combien de structures de l'économie sociale et solidaire on a pu accompagner. Et nous, en fait, on va contrôler, si vous voulez, ce bilan. Donc, on va faire à la fois un contrôle financier, donc est-ce que vous avez bien dépensé l'argent européen, par rapport notamment à votre masse salariale, voilà, vos chargés de mission ont travaillé sur tel projet, prouvez-nous qu'ils ont travaillé sur ces projets. Et ce sera aussi un contrôle au niveau qualitatif, voilà, qu'avez-vous apporté sur le territoire, combien d'accompagnateurs, encore une fois, avez-vous accompagné. Enfin voilà, c'est un contrôle en fait qui se met en place. Donc on a un peu la double casquette, à la fois on est en appui à notre réseau et aux porteurs de projets qui vont répondre aux projets. Et à la fois, on a un peu la casquette du méchant, c'est-à-dire qu'on contrôle ces projets et bien sûr, on doit retirer des fonds si jamais ils sont mal utilisés ou du moins on détecte des dépenses inéligibles. Voilà. Quelles sont les compétences finalement pour occuper un tel poste? Il faut avoir fait forcément des études européennes comme vous, être financier, être aussi dans l'organisation, dans la gestion de projet.
Alors, je pense que ça englobe un peu tout. C'est un métier qui est assez riche. Je pense qu'en général, les métiers dans les fonds européens sont très riches, hein, parce qu'encore une fois, on a plusieurs casquettes, on a plusieurs compétences à avoir. À la fois, on peut être porteur de projet nous-mêmes, puisqu'on finance nous-mêmes des opérations via les fonds européens. À la fois, on est contrôleur, comme je le disais. Donc, c'est à nous, on est un peu le premier niveau, on va dire, de gendarme européen pour voir si les fonds sont bien dépensés. Puisqu'après nous, il peut y avoir encore 7 niveaux de contrôle, hein. Ça peut être l'État qui nous contrôle derrière, ça peut être la Commission européenne, ça peut être la Cour des comptes. Enfin, voilà, il y a environ 7 niveaux de contrôle et qui peuvent passer derrière nous. Voilà, mais ça regroupe vraiment différents aspects. Il y a, comme je le disais, l'aspect financier, il y a l'aspect qualitatif. Qu'est-ce que réellement le Fonds européen apporte sur les territoires et auprès de nos assos territoriales? Il y a l'aspect réglementaire, hein, bien sûr, qui n'est pas anodin dans les fonds européens. Et là, je pense que Céline et Luce pourront le confirmer. Il y a à la fois, bien sûr, la réglementation européenne, il y a aussi la réglementation française qui vient s'ajouter à tout ça. Donc voilà, c'est des métiers riches, assez complexes. Et je pense que les qualités qui peuvent en ressortir, vraiment, déjà, je pense qu'il faut un esprit d'équipe assez exceptionnel. Luce en a un petit peu parlé aussi, notamment avec ses collègues. Je pense que c'est un métier où vraiment il faut communiquer, parce que c'est un métier qui peut être très stressant. Stressant à cause des délais, stressant à cause des enjeux financiers qu'il peut y avoir derrière, stressant à cause des différentes réglementations. Donc voilà, je pense que avoir une équipe soudée, une équipe qui communique, c'est vraiment, on va dire, la base de ce métier. Et je pense que ça, ce sera vrai dans toutes les structures qui gèrent des fonds européens. Ensuite, je pense qu'il faut avoir une réelle soif d'apprendre et une réelle envie d'adaptation, parce que, encore une fois, on ne peut pas arriver préparé à ces métiers-là. Il y a tellement d'enjeux, que ce soit au niveau fiscal, au niveau comptable, au niveau réglementaire. Il n'y a aucune étude qui vraiment peut nous préparer complètement à ce genre de métier. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir envie d'apprendre et se servir voilà, de ce qui se passe autour de nous, d'un réseau, d'autres structures qui font les mêmes métiers que nous pour voilà, comparer les méthodes. Et je pense que ça, c'est indispensable. Voilà, et puis il faut aussi aimer le contact. Alors, on n'est pas toujours derrière nos bureaux à compter les chiffres et dans nos tableaux Excel pour tout vérifier, hein. Il y a vraiment un contact humain dans les métiers de l'Europe. C'est à l'accompagnement, hein, comme pouvait le dire Luce tout à l'heure et comme j'en ai déjà parlé auparavant. Il y a vraiment un accompagnement aux personnes, les aider. Finalement, nous, c'est notre objectif, hein, que les structures, elles touchent leurs fonds européens. Donc, c'est vraiment les accompagner pour que ça se passe du mieux possible. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de contact qui est importante. Voilà. Et puis, je pense que, enfin, je peux finir là-dessus. L'une des grosses qualités, enfin, des grosses satisfactions de ce métier, c'est aussi de voir l'apport qu'on peut amener, le résultat final. Se dire, bah voilà, j'ai financé des projets dans telle région, ils ont accompagné tant de personnes. Donc, nous, on appelle ça des sorties positives, des participants qui créent leur structure et qui créent de l'emploi. Forcément, c'est bénéfique pour tout le monde, pour le territoire, pour nous au niveau national, parce que voilà, on est fiers d'avoir financé ces projets-là via notre réseau. Donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, le fait que le FSE, ce soit pas que de l'argent européen, c'est vraiment au niveau local, il y a des résultats concrets et ça, c'est important de le dire. Que l'Europe est donc absolument partout et sur nos territoires. Merci à tous les trois de nous avoir expliqué vos métiers. J'aimerais maintenant qu'on s'interroge, savoir comment justement accéder à ces métiers. Est-ce qu'il faut passer un concours ou pas? Par exemple, Luce, vous n'avez pas passé de concours, vous n'avez pas fait d'études européennes, mais comment on peut travailler pour donc la région Pays de Bresse, mais pour d'autres régions aussi françaises et travailler donc indirectement pour l'Europe? Oui, alors je vais être honnête avec vous. Bah, tout passe par Internet, hein, les réseaux sociaux ou autres. Enfin moi à l'époque j'avais postulé via un site qui n'existe plus, qui s'appelait ETD, voilà, qui recensait des offres, hein, de la fonction publique. Donc aujourd'hui, si vous voulez accéder à des offres d'emploi en lien avec le Fonds européen, notamment Leader, il y a un site internet qui s'appelle Réseau Leader France, voilà, qui recense toutes les offres d'emploi. Ensuite, comme c'est souvent des structures publiques, hein, qui portent ces programmes européens territorialisés, n'hésitez pas à aller sur emploipublic.fr, la Gazette des communes, voilà. Ensuite, bah, comme je vous ai dit, les réseaux, LinkedIn, Indeed notamment. Et alors sinon, ce qui marche aussi, c'est une recherche Google, hein. Vous tapez offre d'emploi, animateur. Je l'ai fait, hein, hier pour vérifier. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui sortent. Après, c'est vrai que voilà, chaque structure a son fonctionnement propre, hein. Parfois, il passe par Pôle emploi ou autre, mais voilà, plusieurs réseaux existent. Ouais. Pour vous, Céline, quelle est la voie royale pour travailler au sein de l'Université d'Aix-Marseille pour l'Europe?
Alors, au sein des universités en tant que telles ou des structures qui travaillent sur ces programmes-là, il y a plusieurs voies possibles. D'abord, pour tout ce qui est partie montage de projet, management, donc c'est au sein d'universités ou de filiales ou de consultants, il y a énormément d'emplois aussi. Je vous ai fait passer, puis je pense que vous allez faire passer des offres, mais pour vous donner une idée, il y a entre 20 à 40 emplois par semaine nouveaux qui sortent là-dessus. Ce sont des institutions qui ont obtenu des programmes européens dans le cadre du ce qu'on appelle le Horizon 2020 ou Horizon Europe et qui recrutent des managers de projet. Donc ça, c'est du recrutement sur contrat, mais un projet européen, c'est 4 ans, ça peut être 5 ans, donc c'est des CDD qui sont quand même assez longs et qui commencent qui permettent de mettre le pied à l'étrier. Les structures aussi recrutent. Il y a des concours qui sont organisés pour des postes pérennes et des postes de titulaires au sein des institutions ou des CDI au sein de filiales ou de structures parapubliques. Donc, c'est vraiment pour avoir recruté 4 personnes en moins d'1 an de temps au sein de la cellule Europe à l'université. C'est vraiment des postes que l'on recherche, des profils que l'on recherche. Et pour répondre à la question, il n'y a pas de voie royale non plus. J'entendais notamment beaucoup Antoine qui insistait sur le côté gestion, chiffres, enfin, lui aussi, contrôle. C'est une partie aussi des métiers. Il y a d'autres métiers où quand on fait par exemple du montage sur des programmes de recherche, par exemple, on est beaucoup sur la rédaction, travailler sur une partie impact, sur une partie politique, comprendre un projet un sujet de recherche, en faire un projet européen. Donc, on est plutôt dans la traduction, dans la justification politique. Donc là, il vaut mieux comprendre la mécanisme des fonds, la mécanisme des politiques européennes. Si vous êtes sur des postes qui sont beaucoup plus sur de la visibilité, de la communication, du réseautage, bah, c'est aussi beaucoup de savoir-faire, savoir-être, d'être capable d'aller au contact des personnes, d'engager des discussions, beaucoup dans un travail de synthèse, d'identification des opportunités, voilà. Donc ça va, c'est vraiment des postes qui ont qui demandent des compétences complètement diverses et justement les équipes sont à ce mélange de toutes ces compétences-là. Donc avoir la fibre européenne et la fibre Europe, c'est une évidence. Pour le coup, dans nos métiers, parler anglais, c'est aussi une évidence, mais après, c'est plutôt voilà, La personne, ça va finalement, dépendre de l'alchimie en fait d'une équipe. la personne en tant que telle aussi, finalement. Et la personne en tant que Vraiment telle, sa curiosité, son envie de comprendre, de partager, d'aller au-delà un petit peu des évidences. La personnalité compte beaucoup. Il ne faut pas hésiter donc à travailler pour l'Europe. Il ne faut pas non plus hésiter à poser toutes vos questions. Antoine Fleuret, Céline Damon et Luce de Mangeon y répondront tout à l'heure. Antoine Fleuret, justement, vous, est-ce qu'il faut passer des concours? Est-ce qu'il y a aussi des voies et des passerelles très différentes, comme nous l'a présenté Céline ou Luce, pour intégrer, par exemple, France Active? Alors, par exemple, moi, j'ai jamais passé de concours et j'ai toujours travaillé dans le privé, que ce soit dans les fonds européens. Alors après, je pense qu'il y a plusieurs stratégies qu'on peut avoir par rapport au concours. On peut se dire, voilà, en sortant d'études, est-ce que je passe un concours de la fonction publique tout de suite? Bah, alors là, chacun peut répondre. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Si on veut partir plutôt dans le domaine public, il y a 2 possibilités. Soit on peut trouver un poste en tant que contractuel, où là, en général, c'est des contrats de 3 ans. Soit on passe directement à un concours, ou alors on commence un poste de contractuel et on passe le concours un peu plus tard. Enfin, là, il y a différentes stratégies possibles. Après, voilà, ça dépend si aussi on veut aller partir dans le privé. Aujourd'hui, il y a plusieurs structures dans le privé qui font des fonds européens. Alors moi, je parle à mon niveau, au niveau du Fonds social européen. Les autres, je les connais moins bien. Mais par exemple, je parlais des plis tout à l'heure. Des plis, il en existe à peu près partout dans les territoires en France. Donc, et beaucoup d'entre eux gèrent du FSE. Donc voilà, ça peut être une solution dans le secteur privé. Il y a aussi des organismes intermédiaires FSE au niveau national qui gèrent du fonds européen. Donc il y a par exemple l'Avise, dont je parlais tout à l'heure, qui est plutôt axée sur l'économie sociale et solidaire. Après, il y a des structures comme Pôle emploi qui gèrent aussi des fonds européens, c'est énorme à l'échelle aussi nationale. Il y a d'autres structures privées, par exemple la Croix-Rouge française ou les Apprentis d'Auteuil. Voilà, ça, c'est des structures connues, reconnues au niveau national, qui ont des maillages un peu partout en France, qui elles aussi ont des services Europe. Alors, pas forcément sur les mêmes métiers, c'est plutôt eux côté porteurs de projets, c'est-à-dire essayer de dispatcher les fonds européens au sein de leur réseau. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais voilà, en tout cas, des
au niveau européen, que ce soit dans le privé ou dans le public, il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, est-ce qu'il faut passer le concours? Ça, tout dépend de la stratégie un peu qu'on veut avoir au départ quand on sort des études, quoi. Justement, vous parliez des opportunités. C'est en tout cas des métiers extrêmement porteurs. On a besoin de personnes pour travailler pour l'Europe avec leurs expertises, qu'elles soient juridiques ou pas. Enfin, on a vraiment besoin d'une diversité des profils. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, les métiers de l'Europe sont assez porteurs. Là, je parle encore une fois côté fonds européens. Il y a un énorme turnover sur les métiers des fonds européens, alors que ce soit dans la fonction publique et également dans le secteur privé, hein. Donc la fonction publique, là, je laisserai peut-être Luce et Céline en parler mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un métier pour lequel il y a beaucoup de turnover et il y a de nombreuses offres d'emploi qui circulent, donc que ce soit dans les différents réseaux que Luce a mentionné tout à l'heure ou ailleurs. Mais vraiment, il y a aujourd'hui, je pense que c'est un métier d'avenir. Il y a beaucoup d'offres d'emploi, beaucoup de perspectives. Et encore une fois, je parle encore pour les fonds européens, ça c'est pas forcément une fin en soi. Enfin, ce métier est tellement riche que finalement, ça peut être aussi un tremplin vers d'autres métiers par la suite, vers d'autres expériences, vers d'autres fonds, mais pas que, aussi vers d'autres métiers hors Europe. Enfin voilà, c'est pas une fin en soi. Je pense qu'il y a une telle ouverture et une telle richesse dans ces métiers que voilà, ça ne nous fermera pas de porte derrière et il y aura toujours de l'emploi dans ces domaines. Luce de Mangeon, vous partagez le point de vue d'Antoine Fleuret. Ce sont des métiers d'avenir où il y a beaucoup d'opportunités professionnelles et finalement, on peut y accéder par différentes passerelles, concours ou pas concours. Voilà, c'est son envie, en tout cas, de travailler et de s'engager pour l'Europe. Oui, surtout que là, on est dans une période propice pour postuler sur des fonds européens, enfin en tout cas les fonds européens que j'anime, hein. C'est-à-dire qu'on est en fin de programmation et la nouvelle va commencer. Donc en fait, effectivement, en fin de programmation, en fait, il y a des structures voilà, qui vont peut-être pas repostuler ou des animateurs qui s'en vont, qui partent vers d'autres postes, enfin voilà, des nouveaux territoires éventuellement qui pourraient porter des programmes européens en 2022. Donc voilà, c'est vraiment une période qui est très propice. Ouais. Et Céline, vous avez recruté, vous disiez 4 profils récemment. Là aussi, ça prouve que ce sont des métiers très porteurs. Exactement, et c'était des profils complètement différents. Il y avait des anciens chercheurs qui ont voulu retourner de l'autre côté et être plutôt en soutien de la recherche. Il y a des personnes une personne qui avait une formation plutôt sur la valorisation, l'entreprise, le partenariat, et justement comment on passe de ces compétences-là à l'Europe. Et puis des profils très classiques de master d'études européennes ou de sciences politiques, où là on part de l'Europe et on voit comment on l'applique à un domaine différent. Mais à nouveau, en travaillant dedans, on développe des compétences dans énormément de domaines différents. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est que non seulement il n'y a pas de profil ciblé, au contraire, on cherche même des profils un peu atypiques. Mais en plus, ça permet d'étendre son champ de compétences à des domaines qui étaient insoupçonnés. Et la richesse des fonds, la richesse du métier fait qu'en plus vous avez la possibilité de progresser, de connaître des choses enfin des nouveaux domaines que vous n'imaginiez probablement pas. On le sent avec tous les trois, avec votre enthousiasme, en tout cas que ce sont des métiers passionnants, extrêmement variés et plein de richesses où vous faites. Et on s'ennuie pas. Voilà, vous travaillez avec des interlocuteurs très variés, que ce soit des chercheurs, par exemple pour vous, Céline, vous, Luce ou Antoine, des porteurs de projets. Céline, quel conseil vous donneriez justement aux étudiants qui nous écoutent et qui voudraient eux aussi se lancer dans des carrières européennes ou des professionnels et qui veulent maintenant se réorienter et travailler pour l'Europe? Osez aller sur un domaine ou un territoire que vous connaissez pas. À partir du moment où typiquement, par exemple, l'Europe, c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, pour lequel vous avez envie de vous engager. Il n'y a pas de limite, j'allais dire, où on peut faire de l'Europe. Il y en a de partout. Moi, je suis tombée sur la recherche par hasard complet. Hein. Je savais même à peine qu'on faisait de la recherche à l'université quand j'ai postulé par hasard en revenant de Bruxelles. Et en fait, c'est
tellement riche et c'est tellement différent. Et comme le disait Luce, on apporte quelque chose, on voit vraiment au quotidien ce qu'apporte notre travail et c'est vraiment enrichissant et c'est vraiment gratifiant. Donc voilà, de pas avoir peur d'aller sur un domaine que vous ne connaissez pas. Voilà, oser y aller, oser postuler. Et à nouveau, comme je vous le dis, on n'a pas d'emploi type quand on recrute. C'est vraiment à la rencontre d'une personne. C'est vraiment une alchimie entre une équipe qui fait la différence. Et ça évolue tellement vite que ce qu'on a appris, je ne sais pas vous dire quand est-ce que j'étais en master, c'est déjà complètement dépassé. Ça a été dépassé quasiment tout de suite. Tout se fait vraiment sur l'expérience. À partir du moment où vous avez j'allais dire l'intelligence, la compréhension de ce qui se passe, bah vous allez vous former, vous allez apprendre sur le tas et c'est ça qui en fait toute la richesse. Rapidement, Luce de Mangeon, un conseil aussi que vous donneriez aux personnes qui nous écoutent? C'est dur hein, de passer après Céline, hein, franchement, qui a qui a vendu du rêve, qui a tout dit. Non, mais pas que d'en vendre en plus. Non, mais Céline a raison. Hein, osez. Si vous êtes dynamique, que vous cherchez un poste qui bouge, ou si vous aimez mettre à l'épreuve votre capacité d'adaptation, vous mettre un peu en danger, si vous aimez construire vos missions, enfin allez-y. Hein, c'est un poste vraiment qui est couteau suisse de terrain. On dirait pas comme ça effectivement, mais comme l'ont dit mes deux collègues, on n'est pas derrière un bureau, hein, on va vraiment au contact auprès des porteurs de projets, auprès des partenaires potentiels. Donc il faut y aller. Antoine, vous, c'est oser et puis c'est aussi le stage, vous l'avez mentionné tout à l'heure. C'est ça le conseil que vous donneriez aux personnes qui nous écoutent? Oui, tout à fait. Non, mais sur le fait d'oser et puis vraiment d'y aller, vraiment, c'est des métiers intéressants. Je ne répéterai pas ce qu'ont dit Céline et Luce parce que c'était très complet. Mais non, sur le stage, moi, je reviens sur mon parcours à moi. Je pense que mon stage de fin d'études, et là, on s'adresse plutôt à des étudiants actuellement en études. Si vous avez la possibilité de faire un stage de fin d'études, c'est très important ce stage parce que c'est vraiment la porte d'entrée vers le monde professionnel derrière. Et voilà, je sais que c'est peut-être compliqué dans la situation actuelle de trouver des stages, mais voilà, c'est important de bien choisir son stage. Et si déjà vous avez une petite idée derrière la tête de ce que vous voulez faire, essayez d'orienter de vos stages par rapport à ça. Et vraiment, c'est une réelle carte de visite, une réelle porte d'entrée de faire un stage de 6 mois et ça peut déboucher tout de suite derrière sur un poste ou un contrat. Alors, pas forcément dans la structure dans laquelle vous serez en stage, mais au moins dans ce domaine-là, c'est vraiment une belle carte de visite, le stage. Donc c'est important. On va passer maintenant aux questions avec les internautes. D'abord, pour vous, Céline et Antoine, ou pour Antoine plutôt, comment se passe l'accompagnement vers les responsabilités, les nouvelles missions de la formation, du tutorat? Alors, par rapport à la formation, vous voulez dire comment on accompagne les nouveaux venants dans le métier sur les… alors, déjà, ça dépend du profil. Hein. Comme le disait Céline, on a des profils divers et pas forcément des profils qui ont de l'expérience qui arrivent dans nos métiers. Donc l'important, c'est déjà qu'il y ait cette fibre européenne, en effet, qui est prépondérante. Et après, sur l'accompagnement aux compétences, je pense que le meilleur moyen d'apprendre dans ces métiers-là, c'est de faire. Donc voilà, ce sera de faire en commun avec cette personne. Ce sera l'amener sur certains dossiers, des métiers, enfin des dossiers qui ont du sens, des dossiers qui sont parlants et de l'accompagner justement à voir vraiment le concret de ces projets et encore une fois, pas seulement le côté très formaliste et très administratif que peuvent avoir les fonds. Il faut vraiment aller au-delà de ça. Voilà, on fait ça pour telle raison et voici dans la finalité, voici ce que ça donne. Il faut vraiment l'accompagner à la fois sur l'aspect technique, mais à la fois sur la vision qu'on peut avoir du métier et qu'est-ce qu'on apporte concrètement à nos porteurs de projets. Donc, il y a cet accompagnement on va dire, à double échelle. Et puis voilà, après, bien sûr, on peut pas passer dessus. Il y a forcément cet aspect réglementaire qu'on est obligé de suivre, que ce soit, encore une fois, réglementation européenne, réglementation française. Mais voilà, il faut savoir, il faut pas juste donner le programme opérationnel à la personne qui arrive en lui disant, voilà, les règles sont inscrites dedans, à toi de jouer. Non, il faut vraiment l'accompagner sur ce qu'on fait, ça a du sens et voilà pourquoi ça a du sens. Pour moi, c'est ça vraiment l'accompagnement qui peut permettre à quelqu'un de s'acclimater, de s'adapter à ces métiers. Et vous, Céline, c'est quoi l'accompagnement vers les responsabilités des nouvelles missions? Alors, il y a de l'accompagnement qui se fait au sein des institutions.
l'accompagnement par la personne qui supervise le service où vous allez aller. Et j'allais dire, au niveau au moins sur la partie Europe recherche, donc au sein des universités, on a un réseau des correspondants Europe, qui est commun à l'ensemble des universités, voire ça va même au-delà au niveau européen. Donc il y a des échanges de bonnes pratiques, il y a des sortes de parrainages qui se font, il y a des formations, il y a énormément de formations aussi. Là, on est dans le lancement, enfin, on est déjà à la première année du du programme qui s'appelle Horizon Europe. Donc, il y a énormément de choses qui est fait pour connaître, avoir l'information. Et puis après, comme vous le disiez aussi, c'est en faisant, c'est sur le terrain, c'est en étant confronté aux problèmes, confronté aux projets que l'on est. Maintenant, comme je vous l'avais aussi un petit peu expliqué, il y a beaucoup de recrutement, il y a les structures grossissent aussi, donc vous n'êtes pas seul comme on pouvait l'être il y a quelques années encore quand tout était en train d'émerger là-dessus. Et il y a beaucoup de guides qui sont faits ou ce genre de choses ou de formations interne. Et quand vous arrivez dans une institution qui soit assez importante, vous avez aussi des programmes de formation interne aussi sur les métiers qui peuvent vous manquer ou les casquettes qui peuvent vous manquer par rapport à votre métier au quotidien. On va parler maintenant, toujours avec vous, Céline ou Antoine, de formation. Quelles sont les compétences non enseignées dans leur master qui leur semblent pour vous essentielles? Ça va dépendre ça va dépendre un peu du programme sur lequel vous travaillez. Après, il y a beaucoup. Au-delà, les masters vont vous former sur les programmes, sur les politiques, sur les circuits décisionnels, sur comment comprendre et comment aller chercher l'information, ce qui est une évidence là-dessus. Je pense qu'il y a énormément quand même. Enfin, ce qui va manquer, ça va être le savoir-faire, ça va être un peu ce que j'appelais l'intelligence pratique, on va dire, de savoir vers quelle porte aller, comment est-ce que j'arrive à trouver sur un organigramme la personne clé pour pouvoir poser telle ou telle question au sein de la Commission européenne. Et puis après, c'est plutôt par rapport à l'expérience. Quand vous allez devoir faire des accords de consortium, il y aura des compétences juridiques ou sur de la propriété intellectuelle que vous aurez peut-être pas vu, mais ou quand vous allez rédiger des projets scientifiques, vous n'allez pas être non plus chercheur du jour au lendemain et même après des années, on n'y est pas, mais c'est plutôt comprendre et savoir vers où vous pouvez vous tourner pour trouver l'information, pour trouver le soutien. Donc, c'est vraiment je rejoins Antoine, le stage va être important, mais au-delà, c'est votre façon, en fait, de vous approprier un sujet et de savoir vous tourner vers la bonne personne et à nouveau oser demander à la bonne personne ou aux bonnes personnes pour vous aider. Personne connaît tout, de toute façon, là-dessus. Donc, c'est plus dans le savoir-faire, on va dire, et dans cette habilité à aller de l'avant et à essayer d'avancer. Antoine, vous qui avez fait des études et suivi des études européennes, vous partagez le point de vue de Céline justement sur ça dépend en fait de ce que l'on veut faire et de vers quelle voie on veut s'orienter? Tout à fait, je suis complètement d'accord avec ça et ce que je rajouterais aussi, alors je vais reprendre encore mon cas personnel, hein, parce que c'est celui que je connais le mieux, bien sûr. Au sein de quand j'ai fait mon master 2, on avait pas mal je l'ai dit tout à l'heure, de cours sur les fonds européens, mais c'était des cours qui étaient plutôt axés sur le côté porteur de projet et pas forcément sur l'autre côté de la barrière, le côté contrôleur. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a manqué le plus au début, c'est que nos cours étaient vraiment axés, côté porteur de projet, la personne qui va déposer la demande pour avoir des fonds européens, mais pas axé sur l'autre pendant, c'est-à-dire la personne qui en face va contrôler et va accompagner ce porteur de projet. Donc je dirais que ça a été ça pour moi le plus gros manque dans mes études. Et après, encore une fois, ce manque-là, il va vite être comblé quand on va être sur le terrain, à force d'accompagner des porteurs, ça va se faire naturellement avec, bien sûr, avec les collègues qu'on va rencontrer dans le cadre de nos nouvelles expériences, mais ça se fera naturellement, quoi. Est-ce que, Luce, vous pouvez maintenant nous décrire votre journée type relativement rapidement, s'il vous plaît? Oui.
Alors, bon là c'est une période un peu atypique parce qu'on est en train de clôturer les programmes, donc je vais passer sur le stress qu'on vit actuellement, mais c'est comme toute la fin de projet. Mais ma journée type, par exemple en milieu de programme, tout d'abord c'est j'arrive, je lis mes mails. Forcément, il y a des gens, j'ai reçu des messages, c'est est-ce que vous avez de l'argent pour mon projet? Voilà, bon ça c'est j'ai ce mail, voilà peut-être 6 fois par jour. Je prends ce voilà, c'est assez courant, hein, bah, c'est normal, hein, les gens veulent de l'argent pour leur projet. Donc, déjà, j'appelle tous ces gens. Voilà, j'appelle tous ces gens, on discute, on voit de quoi il s'agit. Donc ça, voilà, ça me prend un petit peu de temps. Ensuite, on fonctionne très bien en réseau en Bretagne. Donc forcément, j'ai des interrogations par rapport aux porteurs de projet que je viens voir. Donc j'appelle un collègue à Dinan, à Auray, voilà, ou à Quimper, et on échange. Et ensuite, souvent l'après-midi, je suis sur le terrain. Puisque les gens que j'ai vus le matin, là, il y a une semaine, pareil, hein, j'ai échangé avec un porteur de projet et on a pris rendez-vous et donc je vais les voir sur place, on va voir leur projet, on échange et puis ensuite on voit ce qu'il est possible de faire. Voilà, de manière très synthétique. Et vous, Céline Damon, c'est quoi votre journée type? Est-ce que vous avez, vous aussi, vous disiez, vous êtes très souvent sur le terrain et puis dans les bureaux avec les chercheurs? Alors la journée type, si j'enlève toute la partie mail et gestion d'une équipe, c'est ça, c'est aller au contact du chercheur, typiquement pour qu'il me parle de sa recherche, de ses besoins, et par rapport à ça, d'essayer de faire un travail de fourmi pour trouver les bons appels européens, s'ils existent, trouver les projets qui ont été financés pour lui donner des idées, trouver ou les potentiels partenaires. Donc ça, c'est sur la partie vraiment terrain. On part des chercheurs et de leurs thématiques pour essayer de leur trouver les opportunités européennes. Mais à l'inverse, c'est aussi se plonger dans les documents de la Commission européenne, les programmes de travail, voire très très en amont, avant qu'il y ait des programmes de travail, des priorités, et essayer de voir comment ça peut cocher avec des idées ou des thèmes qui sont chez nos chercheurs et comment est-ce qu'on peut pousser ces thèmes-là, comment est-ce qu'on peut alimenter, comment est-ce qu'on peut influencer pour faire que les projets qui viennent, qu'on a entendu parler, qui peuvent être des projets, ça fait des années que les chercheurs nous en parlent, on les retrouve dans ces programmes-là. Donc c'est vraiment cette traduction, j'allais dire, dans les deux sens. On part des scientifiques et on les amène vers l'Europe, ou à l'inverse, c'est comment on met de la recherche dans ces textes européens. Donc ça, c'est vraiment sur la partie recherche et chercheurs. Et puis après, il y a beaucoup de choses sur tout ce qui sera sur de l'identification pour l'université ou pour les chercheurs des opportunités qu'on a au sein des différents programmes et aussi la richesse, que j'ai parlé que d'un seul programme, c'est que dans une cellule Europe d'une université, on ne traite pas que du programme de recherche, de cadre de recherche, mais également des fonds régionaux, des fonds. J'ai vu qu'il y avait des questions sur la politique de défense. Ça peut être la politique de défense, ça peut être justice, affaires intérieures. Donc, on fait vraiment aussi un travail de fourmi, de suivre un peu tout ce qui se passe au niveau et politique et au niveau des politiques nationales de recherche ou des projets de recherche pour s'assurer qu'on manque aucune opportunité, aucun financement. Et vous, Antoine Fleurer, là aussi rapidement, est-ce que votre journée type ressemble à celle de Céline ou de Luce? J'imagine que c'est différent. Oui, alors bon, il y a bien sûr, il y a des points communs et des différences. Alors ma journée type, on va dire, je vais passer une bonne partie de la journée à rassurer ou du moins accompagner nos porteurs de projets parce que bon voilà, on va dire que le formalisme européen est parfois considéré comme on va dire plutôt important, notamment par les porteurs de projets qui attendent des fonds européens derrière. Donc voilà, une bonne partie de ma journée, ce sera dans l'accompagnement des porteurs de projets, dans le fait de les rassurer, de les avoir au téléphone, par mail. Et disons que l'autre partie de ma journée, ce sera là, je prendrai l'autre casquette, la casquette plutôt contrôleur, où là, ce sera justement continuer tout en appuyant nos porteurs de projets, mais bien sûr avancer nous dans nos contrôles, puisque qui dit fonds européen dit encore une fois contrôle en face. Donc voilà, il y aura ma double casquette dans la journée, c'est-à-dire à la fois l'appui aux porteurs de projet, l'accompagnement, le fait de les rassurer, et puis de l'autre côté, je mettrai ma casquette de méchant policier, où là, je ferai plutôt des contrôles et bien sûr toujours dans le cadre des réglementations européennes et françaises, mais tout en bien sûr accompagnant les porteurs de projet pour qu'il y ait le moins de rejets possible. Donc voilà, ce sera entre ces deux tâches, on va dire,
que va se jouer ma journée, quoi, surtout. À tous les trois, la question de formation revient. Est-ce que vous embauchez uniquement, on va commencer avec vous, par exemple, Antoine, uniquement des personnes qui ont des masters ou une licence suffit? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en général, dans nos offres d'emploi, on met plutôt niveau master 1, master 2. Maintenant, encore une fois, comme on l'a dit, on n'a pas forcément une formation type qui prépare à nos métiers. Donc ça va, comme le disait tout à l'heure Céline, ça va jouer aussi au profil de la personne, voilà, à sa motivation, à peut-être son expérience professionnelle. Si on n'en a pas, ça peut se jouer sur autre chose. Mais voilà, enfin, on va pas s'arrêter, on va pas refuser forcément un candidat parce qu'il n'a pas un master études européennes. Ça va vraiment être une question après de feeling, de profil, d'appétence pour l'Europe, d'appétence pour la gestion des fonds européens, mais on ne va pas forcément s'arrêter au diplôme, même si bien sûr il y a toujours à indiquer en général master dans nos offres d'emploi, mais ça je pense que c'est dans les métiers de l'Europe, c'est un peu des points qu'on retrouve, quoi. Luce de Mangeon, vous, en ce qui vous concerne, est-ce que vous embauchez des masters ou aussi des licences? Alors, en fait, donc moi j'ai un master. Ça avait été, je me souviens, une condition sur le poste d'animatrice. Mais là, par exemple, ma collègue gestionnaire, on a mis bac plus 2. Oh, désolé, on est encore au DUG chez nous. Donc on avait mis bac plus 2 et en fait, il y a aucun bac plus 2 qui n'a répondu sur la gestion des fonds. C'est que des masters. Donc voilà, on a pris quelqu'un qui était en master parce que voilà, on n'a pas eu de réponse. Vous n'avez pas eu de bac plus 2. Mais voilà, licence, en tout cas, sur la gestion des fonds européens, de notre côté, ça n'aurait posé absolument aucun problème. Est-ce que vous, Céline Damon, ça aurait posé problème d'embaucher des personnes qui n'ont qu'une licence? Alors, moi, les personnes que j'ai recrutées, c'est des personnes qui sont plutôt sur des profils d'ingénieurs, projets ou pour tout ce qui sera sur ces parties amont. Donc, c'est toujours au minimum master. Et j'allais dire, j'ai jamais eu quelqu'un où c'est pas que, enfin, c'est indiqué comme tel, mais on n'a jamais eu même quelqu'un qui a postulé sans l'avoir. Sur les profils, à nouveau, comme disait Luce, sur les parties plutôt gestion financière, justificatif financier, à mon avis, c'est pas une obligation, mais là, je mets des pincettes là-dessus. Et à nouveau aussi, au-delà du diplôme, même si c'est quelque chose qui va être demandé, on va regarder l'expérience, on va regarder ce que la personne a fait ou ce qu'elle peut apporter aussi. Donc, c'est vraiment, les études sont importantes, mais sont juste un préalable, on va dire, à la personne, à la personnalité, à son envie, à son expérience. On va changer de question et de domaine, de thème. Dans quelle mesure, Céline, vous avez des contacts avec des partenaires ou institutions, avec d'autres aussi États membres? Oula, c'est mon deuxième quotidien, ça j'aurais dû oublier de le dire dans ma journée type. On est toujours en contact avec d'autres partenaires, d'autres États membres. Alors les contacts que l'on a sont soit au niveau scientifique, donc avec des chercheurs, avec des équipes dans d'autres pays européens, et on aide aussi les chercheurs à identifier ces réseaux-là. Il y a plein d'outils qui existent au niveau européen pour identifier ces partenaires. Ça peut être des relations avec un niveau plus politique. Donc comme j'avais un tout petit peu dit, on va travailler à deux niveaux là-dessus. On va être au niveau national ou dans les États membres, les différents États membres. C'est-à-dire que quand on va défendre une position, elle sera d'autant plus reprise par la Commission européenne si la France la défend en même temps que l'Allemagne ou l'Italie. Donc, on est toujours en discussion avec d'autres pays et avec la Commission et avec des personnes à la Commission européenne. Donc, c'est une évidence qu'on est en contact avec d'autres personnes venant d'autres pays de l'Union européenne, voire au-delà de l'Union européenne. Et pour ceux qui ont cette fibre un peu là, parce que moi j'ai commencé aussi par ça et c'est ce qui m'intéressait, vous allez voyager, vous allez être en contact d'autres personnes, d'autres cultures, parce que c'est aussi notre quotidien quand on fait du montage de projets ou de la gestion de projets européens ou de recherche. Ce côté lien est fondamental aussi. Rapidement, Luce ou Antoine, vous aussi, vous êtes en relation avec d'autres partenaires, d'autres États membres, très souvent, très régulièrement? Alors Luce, si vous voulez commencer, sinon j'y vais, il n'y a pas de... Allez-y. En fait, je réfléchis, mais non. D'accord. En fait, non, pas vraiment. Nous, on est vraiment... Enfin, là, par exemple, en ce moment, on est en recherche,
on est en relation avec d'autres États membres lors de séminaires européens, quand on est là pour partager notre expérience en groupe de travail, pour voir comment voilà, on peut s'appuyer des expériences de l'un ou de l'autre. Mais sinon, ou alors dans le cadre de projets de coopération assez ponctuels, hein, c'est peut-être 1 voire 2 par an, mais sinon non, pas vraiment. Vous, Antoine, par contre? Alors moi non plus, pas forcément au jour le jour. Nous, on dépend plutôt du côté étatique, hein. On a des délégations de fonds de l'État, donc ce sera plutôt nos interlocuteurs. Nos porteurs de projets sont aussi dans le périmètre, on va dire, métropolitain. Là aussi, on peut avoir des contacts européens. Alors ce sera plutôt sur des projets européens, où là, ce sera plutôt en contact avec la Commission européenne. Mais après, sur d'autres projets, c'est très ponctuel. Ça peut être via des colloques, mais pas forcément via les fonds européens, quoi. Ce sera plutôt sur d'autres domaines. Merci beaucoup, merci à tous les trois de nous avoir présenté aujourd'hui vos métiers qui sont très passionnants et qui sont en tout cas très variés. Les tâches sont très variées. Si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur les sites qui s'annoncent là, www.pays-de-brest.fr. Vous retrouverez notamment une vidéo explicative du métier de Luce de Morgeon. franceactive.org, où vous retrouvez des fiches de poste et une fouille d'informations sur les métiers de l'Europe, et puis aussi le site de l'AMU ou le site du ministère sur Horizon Europe. Et là aussi, on vous décrira un certain nombre de métiers, et puis vous pourrez trouver, pourquoi pas, pour postuler à des postes pour travailler pour l'Europe. Merci à tous les trois donc d'avoir été nos invités aujourd'hui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 13h pour le 3e volet destiné aux carrières européennes. Merci à tous.